Gaïa. Pas 1000 traductions pour ce qui serait le même événement anonyme, c'est-à-dire le changement climatique en cours, 1000 véritables noms. Ce sera l'enjeu de ma conférence. Donner un nom, c'est une affaire sérieuse, pragmatique, lorsqu'il s'agit que ce qui est nommé reçoive le pouvoir d'induire la pensée et le sentir sur un mode particulier. Le nom de Gaïa se réfère à une origine, les travaux de Lovelock et de Margulis, que Bruno Latour a déjà superbement développé. Je n'y reviendrai pas. Ce sur quoi je voudrais m'arrêter un instant, c'est sur le changement brutal de définition qui a transformé Gaïa, décrite par Lovelock comme stable et favorable à la vie, en un être susceptible, chatouilleux, susceptible surtout de mutation globale. Un tel changement de définition est typique dans l'histoire des sciences. Ainsi, nous nommons atomes ce qui ne se divise pas, ce dont les physiciens ont découvert que c'était parfaitement divisible. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que les atomes sont devenus de véritables existences scientifiques. Eh bien, un peu de même, on peut dire que c'est quand Gaïa a perdu la rassurante propriété que Lovelock lui avait associée, qu'elle a cessé d'être l'hypothèse Gaïa et qu'elle a commencé sa véritable carrière scientifique. Ceci est arrivé, on peut le dire, à la fin des années 1980, lorsque l'ancienne idée d'un réchauffement progressif du climat terrestre lié à l'émission de gaz à effet de serre a été travaillée, mise en œuvre à travers des simulations sur ordinateur de plus en plus puissantes, avec en même temps de plus en plus de données observationnelles, jusque-là impossibles. Les possibilités de comportement typiques des systèmes non linéaires, et Gaïa est un système hautement non linéaire, tels que les seuils, les changements abrupts, les points de bascule, les processus d'emballement auto-entretenus, sont entrés sur scène. Et avec eux, un nouveau sentiment d'urgence, un sentiment de la brièveté du temps qui reste pour éviter un changement de climat brutal. Cette Gaïa menaçante n'est donc pas simplement un autre nom pour la Terre, qu'elle soit considérée comme une ressource à exploiter, peut-être de manière durable, ou comme un miracle vulnérable et unique à respecter. C'est d'abord le nom pour un nouveau champ scientifique, pour ce qu'un nouveau champ scientifique adresse, ce à quoi s'adresse un nouveau champ scientifique. Un être dont le passé est reconstitué de manière à apprendre ce que pourrait être son présent et son comportement futur. Ce qui nous menace n'a pas de visage, plutôt c'est un ensemble interrelié de modèles et de données. Mais Gaïa est aussi associée avec une nouvelle figure de la science qui la sépare de son rôle usuel de pourvoyeuse de nouvelles possibilités d'action au service, dit-on, des intérêts humains. L'attaque qu'ont subie les sciences climatiques est symptomatique. Pour les alliés traditionnels de la science, les scientifiques du climat qui sonnent l'alerte étaient des traîtres. Ils faisaient front commun avec ces gens qui veulent nous renvoyer à la caverne, avec ceux qui contestent le progrès et le développement. C'était comme leur donner un coup de couteau dans le dos, et cela obéissait probablement à un agenda idéologique caché. Pour les Américains, c'était des socialistes. Pourtant, quoi alors de notre problème, les 1000 noms de Gaïa?
À cause des modèles qui tournent sur des ordinateurs de plus en plus puissants et les données observationnelles nouvelles, nous pouvons dire que les diverses transformations inquiétantes dont sont déjà les témoins les Inuits, les Amazoniens, les pêcheurs de Cape Town, les habitants des îles polynésiennes, nous pouvons savoir que ces perturbations inquiétantes n'ont rien de transitoire et qu'elles se réfèrent au même processus global qui est en cours, et un processus qui va affecter tous les peuples sur cette terre, humains et non humains. Mais alors, est-ce que Gaïa ne serait pas la vérité objective, unificatrice de ce qui est en train d'arriver? Est-ce que ces 1000 noms qui peuvent induire la pensée et le sentir ne seraient pas simplement une multiplicité à tolérer comme des interprétations culturelles d'un seul et même phénomène naturel déchiffré par les sciences? Évidemment, un phénomène anthropogénique, mais le rôle d'anthropos ici est défini par les modèles dans les seuls termes de la quantité de gaz à effet de serre émise, quelles que soient les raisons ou la manière de leur production. On pourrait dire que cette définition, au moins contrairement à celle de l'Anthropocène, que je trouve profondément déplaisante, pointe vers le responsable, le smoking gun, comme on dit. Et on pourrait alors dire que le fait que Gaïa semble vérifier la division, une nature, une multiplicité de cultures, pourrait n'être qu'un souci pour des anthropologues grognons ou des constructivistes culturels frustrés. On pourrait le dire, mais je voudrais montrer qu'il est possible de partager le souci des anthropologues sans pourtant contester le terrible pouvoir de Gaïa tel qu'il est déchiffré par les spécialistes réunis dans le groupe 1 du GIEC. En effet, ces spécialistes peuvent bien conclure que Gaïa est une menace globale, mais globale dans leur cas n'est pas un triomphe. C'est simplement la seule échelle à laquelle leur modèle donne sens. Et cela ne leur donne aucun pouvoir de dériver des conséquences locales. Leur premier souci à eux est plutôt la fiabilité de leurs abstractions opératoires, étant donné tout ce que ces abstractions ignorent, tout ce que ces abstractions éliminent. Leurs modèles sont sans cesse retravaillés pour tester la stabilité des prévisions, si le rôle de tel ou tel nouveau facteur, nouveau mécanisme, nouveau couplage est pris en compte et incorporé dans le modèle. Mais surtout, leur Gaïa est tout à fait muette pour ce qui concerne la réponse à donner à la question qu'elle impose à chacun. Elle n'a aucun pouvoir unificateur autre que d'autoriser à sonner l'alarme. Pourtant, il n'est pas suffisant de souligner que Gaïa, telle qu'elle est définie par les scientifiques du climat, n'a pas de pouvoir unificateur. C'est le cas, mais seulement aussi longtemps qu'aucun pouvoir n'est ajouté par ceux, par exemple, qui se référeraient à elle afin de définir ce qui est véritablement important. Un tel pouvoir ajouté est la manière usuelle dont les propositions scientifiques sortent du laboratoire, pour le meilleur, disent certains, pour le pire aussi. Dans notre cas, nous devrions être particulièrement attentifs au fait qu'il y a 3 groupes de travail au GIEC et que le 3e s'occupe activement de traduire la question muette de Gaïa en un problème formulé à l'intention des politiciens, c'est-à-dire dans des termes qui massivement se conforment aux paramètres socio-économiques que eux considèrent, ces politiciens, comme pertinents.
il y a 10 ans, lorsque Bruno Latour a posé la question « Pourquoi est-ce que la critique est à bout de souffle ?», il a invoqué l'exemple du détournement de l'argument critique des constructivistes par ceux que nous appelons maintenant les marchands de doute. Et il s'est demandé, je cite, « Pouvons-nous créer un autre instrument puissant, descriptif, qui s'adresse cette fois aux matters of concerns », très difficile à traduire, matière à préoccupation, et dont l'importance serait alors non plus de démystifier, mais de protéger et de prendre soin, comme Donna Haraway le dirait. Est-il vraiment possible de transformer l'urgence critique dans l'éthos de quelqu'un qui ajoute de la réalité aux faits, aux matters of fact, et n'en soustrait pas de la réalité? Je le suivrai ici et je dirais que si nous acceptons que les scientifiques ont avec succès transformé Gaïa en un fait, le réchauffement climatique en un fait, la matière à préoccupation urgente, critique, est la réalité qui sera ajoutée à elle, ce qui sera défini comme important. C'est pourquoi nous ne devrions certainement pas assimiler sous le même nom, science objective, tout ce que le GIEC est en train de produire. Alors que les experts du groupe 3 ont des cauchemars lorsqu'ils en apprennent plus sur la dynamique compliquée par exemple, des couches de glace, les experts du groupe 3 ne racontent pas d'histoire de ce genre à propos des protagonistes de leur scénario. Ils ne racontent pas d'histoire du tout, en fait. Envisagent plutôt les coûts et les bénéfices des mesures à prendre par des États bienveillants qui respecteraient le fonctionnement du marché. Et lorsque l'échec de cette approche business as usual sera reconnu, j'ai bien peur que ce soit aussi parmi ces experts que la possibilité d'un bon anthropocène prenne ses racines officielles. On dira alors qu'il n'y a pas d'autre choix que d'essayer de dompter Gaïa. Le géoengineering, la géoingénierie, sera présenté comme un accomplissement local, un accomplissement logique dans la grande histoire de l'émancipation humaine et de la maîtrise sur les phénomènes naturels. Et ceux qui résisteront seront accusés de trahir notre destinée. Le script est déjà écrit. Quels instruments, comme disait Bruno Latour, pouvons-nous créer pourtant? En décembre 2012, Brad Werner, qui est un géophysicien et un spécialiste des systèmes complexes, a présenté à une rencontre de l'American Geophysical Union un exposé dont le titre était « Est-ce que la Terre est foutue ?» Fact. Futilité dynamique de la gestion environnementale globale et possibilité de durabilité à travers l'activisme d'action directe. Werner disait parler en géophysiciste au nom du modèle qu'il était en train de construire et il remarqua que le problème ne pouvait pas être laissé aux sciences sociales et aux humanités. Il n'avait trouvé aucun rôle pour eux dans son modèle, alors que l'influence de l'activisme d'action directe, c'est-à-dire le rôle des peuples indigènes, des travailleurs, des anarchistes et d'autres groupes activistes, avait un tel rôle, puisqu'il pouvait disséminer le sentiment qu'il est possible de résister à la culture capitaliste. Nous pouvons sentir la position de Werner comme un exemple typique d'impérialisme d'une science objective, ou dite telle. Mais imaginons maintenant que Werner se tourne
tout à coup vers nous et nous disent « Eh les gars, la situation est réellement, objectivement, un foutu merdier. Est-ce que vous pouvez aider ?» Et ceci, c'est mon souci. Est-ce que la connaissance que nous produisons est capable d'ajouter de la réalité plutôt que de soustraire de la réalité, de l'urgence à penser et à sentir avec nos propres moyens, l'urgence muette dont le nom est Gaïa? Est-ce que nous pouvons aider à penser et à sentir avec les 1000 noms de Gaïa? La question dont j'ai imaginé que Werner pourrait nous la poser peut être sentie comme intrusive, et je l'entends bien ainsi. Parmi les 1000 noms de Gaïa, la factuelle, matter of fact Gaïa, Gaïa peut être aussi le nom pour une matière à préoccupation spécifique cette fois. Pour ceux, et cela pour ceux que j'appellerai désormais nous. Nous qui appartenons, que nous le voulions ou non, au monde qui a à la fois provoqué cette intrusion et a produit les moyens de comprendre que ce n'était pas une crise transitoire. Gaïa peut alors bien figurer comme l'intrusive, comme celle qui fait intrusion, le protagoniste qui entre sur une scène où elle n'était pas attendue et, comment dirais-je, fiche en l'air toutes les relations établies, met en question tout ce que ces relations tenaient pour acquis, y inclut la relation antagoniste, quasi rituelle, moderne, entre la pensée critique et la prétention scientifique à accéder à la réalité. Le nom de Gaïa, prise comme celle qui fait intrusion, n'est pas alors seulement le nom pour une question muette, mais peut être aussi un nom adéquat, provocatif, pour le défi qui est spécifiquement adressé à nous. Nommer Gaïa comme ce qui, de fait, restera un protagoniste insistant et toujours menaçant, participant à notre futur éventuel, est une chose, mais pour nous, c'est aussi un scandale. C'est le caractère scandaleux de cet événement qu'il s'agit de souligner, pour nous qui avons, comment dirais-je, assimilé l'émancipation humaine avec le déni de toute transcendance. Qu'au-delà de Lovelock, le nom Gaïa se réfère à la divinité archaïque grecque, indifférente à la raison et à la politique de la cité, est alors très bienvenue. Gaïa, la ctonique, celle qui fait intrusion, celle dont la patience ne peut plus être tenue pour acquise, n'est pas ce qui devrait unifier les peuples du monde, mais sa transcendance aveugle et implacable est ce qui met en question de manière spécifique nos propres récits et nos propres refrains. Notre monde qui, rétroactivement, présupposait qu'elle reste le stable support des dieux olympiens et aussi des humains qui ont expulsé ces dieux de la scène, est déjà partie du passé, même si nous ne savons pas ce que ça signifie. Il y a un seul réel mystère en jeu ici, c'est la réponse que nous, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à cette histoire, seront capables de créer lorsque nous faisons face aux conséquences de ce que nous avons provoqué. Eduardo Vivero de Castro et Deborah Danowski soulignent vigoureusement que beaucoup d'autres peuples et d'autres sociétés ont subi une telle intrusion détruisant leur monde. Apprendre ce que cela peut
signifier de donner à Gaïa l'intrusive le pouvoir de nous faire penser et sentir, peut aussi signifier apprendre à penser et à sentir en leur présence. Mais je voudrais ajouter, sans jouer au ventriloque. Nous l'avons fait beaucoup trop déjà, prenant toute la place, attribuant aux autres un rôle dans nos propres conflits. Nous avons à apprendre à leur donner le pouvoir de nous situer nous-mêmes. En tant que philosophe européenne moderne, j'essaye de penser en tant que située par le processus destructeur de monde qui a commencé sur le sol européen avec les enclosures, la destruction des commons et la chasse aux sorcières. Mais ce qui me fait penser n'est pas la culpabilité. La culpabilité, de nouveau, prend toute la place. Ce qui me fait penser pourrait bien être la honte, si, comme Gilles Deleuze l'a dit, la honte est un motif puissant pour penser. Mais c'est avant tout l'engagement de résister à tous les grands récits philosophiques qui, souvent, sans même y penser, ratifient cette destruction au nom de la raison et du progrès. L'engagement, donc, de penser et de sentir ce que nous appelons raison et progrès, en même temps que dévastation et expropriation. Quand j'envisage l'intrusion de Gaïa, c'est cet engagement qui rend impossible pour moi d'associer l'événement avec une forme quelconque de justice mythique, avec une bifurcation qui déciderait pour le destin de l'humanité entre le salut et l'enfer. Plutôt, ce qui me frappe est que, en dépit de toute notre pensée et notre technologie sophistiquée, nous avons vu et voyons encore aujourd'hui, de plus en plus, la destruction systématique à travers une variété sans cesse croissante de nouveaux types d'enclosures, la destruction systématique de la différence dont nous savons que les gens peuvent la faire lorsqu'ils résistent à la panique, chaude ou froide, au ressentiment et à la passivité de « que font les autorités ?» lorsqu'ils se font confiance les uns aux autres assez pour donner à une situation le pouvoir de les faire penser et agir ensemble. Nous avons été largement séparés, privés de cette capacité d'éviter ce qui est la réponse la plus probable à l'intrusion de Gaïa. Cette réponse est ce qu'on peut appeler la barbarie, qu'il s'agisse de la barbarie pure du malheur aux vaincus, déjà le refrain du néolibéralisme, ou la barbarie d'une bureaucratie aveugle managériale, gouvernant au nom de Gaïa la factuelle. Reclaiming est un mot anglais que je vais traduire par appropriation, mais c'est un mot inventé par les activistes dont je crois qu'il est le trait commun de tous ces groupes que Brad Werner a reconnu comme le seul facteur dans son modèle susceptible de résister à ce que j'appellerais la barbarité qui vient. Collective reclaiming, réappropriation collective. En effet, les activistes contemporains n'ont pas pour seul but d'entrer en conflit avec les autorités, mais aussi, et sans contradiction, ils tentent de se réapproprier les pratiques associées avec les communs. Ils le disent, « No commons without commoning », pas de commun sans faire commun, sans mettre activement en commun. Pas de biens communs ou de ressources communes sans la création sociale permanente et crafty, je veux dire subtile, rendue nécessaire pour un mettre en commun, pour un faire commun. Une capacité qu'il est beaucoup plus facile de détruire ou d'empoisonner que d'obtenir et de nourrir. C'est pourquoi, et le mot est de David Bollier, « thinking like a commoner », penser comme un commoner,
n'est pas une pensée innocente, un rêve de bonne volonté de revenir à un passé idéalisé, harmonieux. C'est un défi pragmatique qui exige qu'il n'y ait pas de conte de fées, pas de pensée optimiste, mais un soin et un souci pour la fragilité de l'agencement, pour le maintien de ce qui est toujours une interdépendance plus qu'humaine. J'ai imaginé Brad Werner nous demandant, à nous, académiques, est-ce que vous pouvez aider? Et il ne s'agit certainement pas de est-ce que vous pouvez nous guider? C'est plutôt est-ce que vous pouvez ajouter de la réalité, non en soustraire à ce qui essaye de faire une différence. Et je peux comprendre son scepticisme. Il n'y a pas eu de pire ennemi pour l'aventure de réappropriation écoféministe dans les années 80 que les académiques féministes qui pourchassaient la spiritualité douteuse de ce mouvement, qui dissertaient à propos de la nécessité absolue d'en soustraire toute odeur d'essentialisme, et en particulier de soustraire cette déesse si compromettante, insupportable. La déesse qui pourrait bien être, néanmoins, l'un des 1000 noms de Gaïa. Le mouvement de réappropriation des sorcières néo-païennes, qui a survécu à l'attaque en même temps que d'autres groupes activistes, a appris beaucoup depuis. Mais il n'a certainement pas été aidé par des académiques méprisants et ignorants. La sorcière Starhawk a eu quelques raisons d'écrire que la fumée des bûchers, la fumée des sorcières brûlées est encore dans nos narines académiques, je dirais. Et cette fumée, alors, a d'abord l'odeur de la crainte empoisonnante d'être accusée d'être dupe, d'avoir oublié que le premier devoir des académiques est de démystifier la croyance, c'est-à-dire d'honorer une vérité dont le premier attribut est de blesser. Pouvons-nous aider? Cette question peut bien impliquer que nous-mêmes, chercheurs, devons nous réapproprier notre propre capacité de penser et de sentir, devenir conscients, non pas réflexivement ou théoriquement, mais affectivement, des dilemmes apparemment incontournables qui nous étranglent, qui nous laissent libres de dénoncer et de démystifier, certainement, mais pas d'ajouter de la réalité, pas de nourrir ce qui peut être possible contre les probabilités tristes. Nous-mêmes, si nous voulons aider, avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'apprendre à dire d'autres histoires qui ne soient ni apocalyptiques, ni messianiques. Des histoires qui impliquent plutôt ce que Donna Haraway appelle « réponse-habilité ». Accepter que ce que nous ajoutons fait une différence dans le monde et devenir capable de répondre pour la manière de cette différence. C'est-à-dire, ce faisant, de prendre parti pour certaines manières de vivre et de mourir et non d'autres. Des histoires que, avec Haraway, j'appellerais des histoires SF. Beaucoup d'entre nous connaissent le jeu jubilatoire de Donna Haraway avec SF. Je vais le dire en anglais parce qu'en français on perd SF. String figures, science fact. Speculative fabulation, science fiction. Speculative feminism, so far. Cat cradling, le jeu des ficelles. Lorsque des mains différentes se relaient les unes des autres pour le tissage continué de figures de ficelles, pourrait être un exemple de cette sympoïèse dont Bruno Latour a dit qu'elle intéressait Haraway. Nous la retrouverons demain certainement. Ce peut être aussi une
image importante pour le type d'aide que nous avons besoin d'apprendre à donner et à recevoir. C'est une figure d'agentivité distribuée. Elle n'a pas de finalité, elle ne connaît que les opportunités et la temporalité sans garantie du so far, jusqu'ici. Il devrait être évident qu'appartenir à un processus de tissage n'exclut pas de formuler des sujets de préoccupation critiques, mais cela implique que ce souci devrait être tel qu'il est susceptible d'être partagé par les gens qu'il concerne, d'être relayé par d'autres mains, d'ajouter de nouvelles dimensions et de nouvelles opportunités à ce qui est tissé. En ce qui me concerne, c'est sur la science-fiction spéculative et la fabulation spéculative que je veux conclure. Peut-être bien que ce sont les mythes d'aujourd'hui qui explorent notre capacité d'expérimenter ce que, et ici je cite Haraway, qui elle-même relaie Kate Credling, l'anthropologue Marilyn Strathern, donc qui nous permettent d'expérimenter avec les idées que nous utilisons pour penser d'autres idées. Comme philosophe, je suis redoutable à des auteurs comme Ursula Le Guin et Marion Zimmer Bradley, avec qui j'ai appris, bien avant que je lise les anthropologues contemporains, à ne jamais expliquer les autres en termes de croyances et à ne jamais associer la vérité avec le pouvoir polémique de démystifier l'illusion. Et c'est tout un programme pour un philosophe ou une philosophe. Et cela impliquait aussi la question perplexe. Qu'est-il arrivé aux sciences humaines, sociales et anthropologiques ? On peut en effet dire que les auteurs SF, que je lisais et bien d'autres, pratiquent des expériences de pensée. Ces expériences de pensée étaient et sont toujours la force inventive, aventureuse de la physique et d'autres sciences expérimentales, un véritable art des conséquences. Mais cette force, bien évidemment, ne peut être simplement transférée et reproduite par les sciences socio-anthropologiques, parce qu'elle implique la liberté d'imaginer un monde fictionnel raréfié, fait pour dramatiser les conséquences directes d'une hypothèse particulière. En contraste, les romans SF explorent un monde qui ne peut pas être raréfié de la sorte. Un monde dense des répercussions et des conséquences multiples de l'hypothèse de l'auteur. Un monde dont les habitants vivent avec les opportunités, les problèmes, les dilemmes, les habitudes, les espoirs et les peurs qui sont consistantes avec cette hypothèse fictionnelle, mais qui ne dérivent jamais directement d'elle comme des conséquences directes. Et si les romans SF tenaient lieu des expériences de pensée manquantes dans les sciences socio-anthropologiques? Et si l'art des conséquences manquantes que ces sciences n'ont pas suivies, préférant obéir auparavant, avant vous bien évidemment, à un modèle d'objectivité qui n'a rien à voir avec le type d'objectivité réalisé par les sciences expérimentales. Et si de tels romans, explorant et expérimentant avec la distribution établie, autoritaire entre le possible et l'impossible, l'acceptable et l'inacceptable, mettaient en œuvre ce que l'imagination scientifique demande, que notre monde n'a pas à être ce qu'il est, n'a pas nécessairement à être pensé et senti comme il semble le demander avec autorité. Et si ces romans fabriquaient les histoires qui rendent manifeste la capacité de leur époque à sentir qu'il y a d'autres manières possibles de faire consister un monde. Aujourd'hui, alors que j'essaye de penser et sentir avec Gaïa,
C'est à un autre auteur de science-fiction que je voudrais m'adresser, David Brin, et à cause de la réalité non apocalyptique qu'il invente dans sa nouvelle, publiée il y a 2 ans sous le nom de Existence. Brin nous rappelle avec force que ce que nous avons à envisager n'est pas une fin mythique soudaine du monde, comme dans Mélancolie de Lars von Trier. Ce sera un long processus, et les enfants de nos enfants auront à le vivre, à vivre peut-être dans les ruines technologiquement sophistiquées de nos rêves. Le monde de 2050 de David Brin, quand l'histoire de David Brin commence, est à la fois le nôtre et pas le nôtre. Rien n'a été résolu. Le changement climatique n'a pas été évité. Nous apprenons incidemment que les États-Unis ne sont plus unis, qu'un Awful Day, jour terrible, terroriste, est arrivé, s'est produit, et que des troubles sociaux graves ont été temporairement apaisés par la définition de 10 castes avec leurs droits et leurs devoirs respectifs. Évidemment, les très, 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 très riches au-dessus et le peuple en bas. C'est aussi un monde peuplé par des milliards d'humains qui sont désormais hyper connectés. Ils forment un océan instable, discordant, inquiet, un océan turbulent où de grandes vagues d'opinion se heurtent, mesurées en temps réel. Et une question hante curieusement ce monde de David Brin, celle du grand silence. Où sont les autres ? Si John von Neumann avait raison avec son hypothèse d'explorateur automatique, autoréplicateur, se démultipliant exponentiellement, il devrait être là, afin, on peut l'espérer, de dire juste bonjour. Est-ce qu'il y aurait un filtre ? L'hypothèse rassurante est que le filtre est au début, c'est-à-dire que les races intelligentes sont rares, ou les planètes habitables sont très rares. Mais là, le doute grandissant est que le filtre est situé dans l'avenir. C'est-à-dire que pour toute civilisation technologiquement avancée, l'existence est un véritable champ de mines, toute civilisation de ce genre étant vouée à faire tôt ou tard la grande bêtise, qui est parmi les nombreuses qui sont devenues possibles, de provoquer l'explosion d'une mine et d'être éliminé de l'existence. David Brin est un chercheur. Il prend position pour une manière de vivre et de mourir. Il n'y a pas pour lui d'histoire de salut et certainement pas de héros providentiel ou de sauveur menant les masses vers la lumière. Pas de conversion massive vers la sagesse. Et plus dur à accepter, en tout cas pour moi, pas de renonciation non plus à la mentalité américaine du « on peut le faire ». Renoncer pour Brin serait renoncer à un monde dont la véritable réussite est que des milliards maintenant sont capables de lire, d'être en désaccord, de se poser des questions. Et c'est pour lui ce que négligent ou oublient ceux qui critiquent ce monde, qu'eux-mêmes bénéficient d'une liberté de dénoncer qui est une exception dans l'histoire de l'humanité. Pour Brin, la vraie leçon du 11 septembre, ce sont ces passagers du vol 93, des gens ordinaires, mais qui ont su agir sans que l'autorité ne leur en donne le conseil ou l'avis. Et cela parce qu'ils savaient, ils pouvaient connaître, comprendre et penser la situation dans laquelle ils étaient. C'est avec cela, avec ces passagers-là, que Brin prend parti. Aussi désordonné, chaotique, décevant que les gens puissent être, il résistera à toute nostalgie qui évoquerait une autorité sage qui les ramènerait à une position confiance obéissante. Seuls eux peuvent faire une différence. Et les descendants des passagers existent dans le roman. Ce sont les smart mobs,
donc les foules intelligentes, des foules actives, anonymes, s'auto-organisant à travers le web autour d'une question chaude ou lorsqu'un lanceur d'alerte a déclenché leur attention collective. Associant leurs talents multiples, leur permet de transformer le web en un instrument efficace pour enquêter, découvrir, collecter des données, les croiser, identifier les mensonges, résister à la propagande. Mais quelle différence peuvent-ils faire dans un temps de crise? Existence est une expérience de pensée à propos de cette question, dramatisée par une hypothèse fictionnelle. C'est-à-dire que nous ne sommes pas seuls, en fait. Il y a eu découverte par hasard d'un cristal ovoïde peuplé de créatures virtuelles, extraterrestres, disparates. Et il semble remplir nos rêves. Le message est « Join us », joignez-vous à nous. Une offre ou bien un piège tentateur. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, juste souligner le caractère éprouvant de l'hypothèse qu'elle déploie. Ce serait que ce n'est pas seulement notre monde qui est désordonné, dangereux, violent. L'univers l'est aussi, et tout autant. Ce que von Neumann avait oublié avec son hypothèse de robot autoréplicateur, c'est que cela peut signifier aussi une évolution à long terme, mais l'univers est long, vieux, une évolution darwinienne à son pire, c'est-à-dire la sélection de ceux qui se comporteront comme des virus, envahissant leur proie et la tournant en moyen pour sa propre prolifération. Et désormais, l'humanité devra en effet coexister et résister sans cesse à des attaques plus intelligentes de ces virus extraterrestres qui apprennent à surmonter et à contourner nos défenses avec un seul but, persuader notre espèce de transformer leur planète, notre planète, en une usine fabricatrice de cristaux. Out of time, 5 minutes. They will not know the following. 5 minutes, sorry. Join us signifie alors charger des versions virtuelles de vous-même dans autant de cristaux que vous pourrez et allons ensemble propager l'infection ailleurs. Laissez derrière vous une planète épuisée et mourante, un fameux filtre. Et c'est ici la proposition spéculative de David Brin. Si nous avons une chance de résister à l'infection, c'est parce que le message avait été sélectionné pour s'adresser à des civilisations dominées par des élites. Alors qu'ici, ils ont rencontré cette foule désordonnée, indisciplinée, et cela a créé le temps avec des milliards de gens écoutant, spéculant sur la signification de l'offre, se battant à ce sujet, etc., etc. Du temps a été gagné pour résister à la panique, pour produire un apprentissage collectif précaire des trucs des aliens. À la fin de la nouvelle, et c'est sur ça que je voudrais arriver, j'ai encore 3 minutes, ce qui a été appris est que la diversité discordante est notre seule défense robuste. La définition de l'humanité a changé. Elle inclut maintenant les êtres d'intelligence artificielle, les autistes reconnus comme de véritables autres, des dauphins élevés à la sapience, mais aussi des robots de von Neumann, qui se cachaient dans la ceinture astéroïde, et des néandertals ressuscités biotechnologiquement. L'idée est qu'aucun truc, aussi intelligent que ce soit, ne séduira d'un seul coup toutes ces intelligences divergentes. Donc,
le message de David Brin, qui je crois peut être important ici, est à propos du danger de tous les rêves non dits de monoculture élitiste. Son roman est un roman de la biodiversité écologique en tant que résistante. C'est ce avec quoi il a fait le choix de vivre et de mourir. Je conclurai qu'entre Bradley, Le Guin et Brin, alors que leurs expériences sont divergentes, il n'y a pas à choisir. Les romans SF ne demandent pas l'adhésion, ne sont pas des arguments. Je dirais plutôt qu'ils catalysent, ou bien ils s'insinuent dans une imagination, celle de milliers et de milliers de lecteurs inconnus. Ils ne proposent pas à ces lecteurs une évasion dans un monde utopique. Ils nourrissent un appétit spéculatif pour ce qui peut être possible. Et je dirais que pour se réapproprier, cultiver la réponse habilité, la capacité à répondre à cet appel, pouvez-vous nous aider? Il se pourrait que nous autres académiques ayons besoin de leur aide, ayons besoin de les accepter comme des cat cradling partners. Mais cela requiert de sentir la fumée des sorcières brûlées dans nos narines et aussi la présence à l'intérieur de nous du chasseur de sorcières qui est aujourd'hui appelé souvent un référé.